Le dicton affirme que le client est roi, une vérité immuable dans l'industrie du service, du moins jusqu'à ce que la couronne glisse et révèle le bouffon dessous. Pour une certaine mondaine arrogante de la haute société parisienne, un dîner passé à se vanter au sein de l'établissement le plus exclusif et le plus doré de Paris, le Vignoble doré, n'était qu'un mardi soir ordinaire. Elle tenait la table en otage avec des récits interminables sur sa montre Patek Philippe incrustée de diamants, ses escapades en jet privé vers les îles grecques et l'influence démesurée de son petit ami, un PDG fraîchement nommé à la tête d'un empire. Elle se gargarisait de son statut d'influenceuse, persuadée que le monde tournait autour de son fil Instagram et qu'elle détenait le pouvoir de vie ou de mort sociale avec une simple publication. Mais dans son ivresse narcissique, elle commit une erreur fatale, une erreur de calcul si monumentale qu'elle allait effondrer son château de cartes. Elle décida de harceler sa serveuse. Ce qu'elle ignorait, c'était que la serveuse, une jeune femme discrète nommée Aurélie par son badge, était en réalité Amélie Valois, la propriétaire milliardaire de la chaîne entière, l'héritière de l'empire Valois Hospitalité, et par un tour du destin aussi cruel que délicieux, la nouvelle patronne directe de son petit ami. Le Vignoble doré se mourait. Vu de l'extérieur, c'était une forteresse du prestige parisien de l'ancien monde, nichée dans un immeuble classé monument historique à 2 pas de l'avenue Montaigne. Ses lourdes portes en acajou et son entrée flanquée de lampes à gaz murmuraient des histoires de transactions à plusieurs milliards d'euros, de secrets politiques et de puissances dynastiques. C'était l'endroit où l'élite venait pour voir et être vue, un bastion de la tradition française. Cependant, une fois le seuil franchi, l'illusion se dissipait pour laisser place à une réalité olfactive dérangeante. L'endroit sentait le musée, et pas de la bonne manière. Il y avait une odeur persistante de peau pourrie rance, de tapis poussiéreux n'ayant pas vu un nettoyeur vapeur depuis la présidence de Chirac, et cette légère mais indéniable senteur aigre propre au désespoir financier. C'était le problème majeur d'Amélie Valois, ou comme on l'appelait ici pour les faibles et les ignorants, Aurélie, la nouvelle serveuse maladroite. À 32 ans, Amélie était l'unique propriétaire et PDG du groupe Valois Hospitalité, un empire mondial comprenant des hôtels 5 étoiles, des stations balnéaires de luxe et, depuis une acquisition stratégique réalisée 3 mois plus tôt, un portefeuille de restaurants patrimoniaux. Le Vignoble doré était le fleuron de ce portefeuille, la joyau de la couronne, et il perdait la somme astronomique de 200 000 € par mois. Son directeur financier, un homme pragmatique nommé David, l'avait supplié de fermer l'endroit. La plomberie a 50 ans, Amélie. Le personnel est inamovible, protégé par des contrats datant de l'âge de pierre, et le menu n'a pas évolué depuis 1983. Vends l'immeuble. C'est une encre qui nous tire vers le fond. Mais Amélie, têtue et visionnaire, avait refusé. Les fondations sont bonnes, David. La marque a une valeur inestimable, une équité historique. Je n'abandonne pas. C'était la raison pour laquelle elle portait actuellement un uniforme noir amidonné et mal ajusté, un badge en plastique bon marché indiquant Aurélie, et une paire de chaussures soi-disant orthopédiques pour le service qui était déjà en train de creuser des canyons douloureux dans ses talons. C'était sa méthode, son rituel sacré. Elle ne croyait pas aux émissions de télévision type « Patron incognito », avec des caméras et des mises en scène. Elle se contentait de postuler. Elle avait rempli le formulaire, subi l'entretien condescendant du directeur, et s'était fait embaucher comme stagiaire au bas de l'échelle. C'était la seule façon de trouver la pourriture, de voir ce que les rapports trimestriels ne disaient pas Aurélie. La table 4 a besoin d'eau. Immédiatement. La voix appartenait à Monsieur Henry, le directeur général. C'était un homme grand, maigre, au visage pincé, qui semblait en permanence avoir mordu dans un citron non mûr. Il était l'incarnation vivante du problème du restaurant. Toute la présentation, aucune substance, et un mépris profond pour ceux qu'il jugeait inférieurs. « Oui, Monsieur Henry, » répondit Amélie en saisissant la lourde carafe en cristal. Ses avant-bras, pourtant tonifiés par ses séances d'aviron matinales sur la Seine, la brûlaient déjà. Les 2 premiers jours avaient été une révélation brutale. Elle avait découvert que la chambre froide était régulièrement laissée entr'ouverte, gâchant des milliers d'euros de marchandises. Le système de réservation était un désastre géré au crayon et au papier, propice aux erreurs et au favoritisme, et le personnel était divisé en 2 factions en guerre. Les « anciens », là depuis 30 ans, qui résistaient à tout changement avec une hostilité passive-agressive, et les « nouveaux » comme elle, traités avec un mépris ouvert. Elle passa devant la table 4, remplit les verres, et se dirigea vers la station de service où Léo, un autre serveur, polissait des verres avec une vitesse furieuse. Léo était un jeune étudiant en art dramatique au conservatoire, vif d'esprit, cynique, et la seule personne qui avait fait preuve d'une once de gentillesse à son égard. « Alors, la vie de Larbin te traite comment, Aurélie » chuchota-t-il sans lever les yeux de son verre. « Mes pieds ont officiellement demandé le divorce de mes jambes, » murmura Amélie en rechargeant son plateau. « Ouais, ça ne part jamais vraiment. Tu as vu Henri ce soir »
Il a son balai enfoncé encore plus profondément que d'habitude. Amélie laissa échapper un petit sourire complice. Il bourdonne comme une mouche affolée toute la journée. Apparemment, un gros bonnet du siège social vient dîner ce soir, expliqua Léo, baissant encore la voix. Une grosse affaire. Le nouveau président de la division restauration ou quelque chose comme ça. Amélie se figea, sa main s'arrêtant à mi-chemin du seau à glace. Vraiment? Ce soir? Ouais. C'est probablement un vieux costume cravate de 60 en venue de Lyon pour tous nous virer et transformer cet endroit en un prêt à manger de luxe. Mais Henri est terrifié. Il a mis le panneau VIP sur la table 12, la grande banquette d'angle. Que Dieu vienne en aide à celui qui devra le servir. L'esprit d'Amélie s'emballa. Le président de la division restauration était en effet une très grosse affaire. C'était son affaire. Il s'agissait d'un homme nommé Marc-Antoine Delacroix. Elle l'avait embauché elle-même, le débauchant d'un groupe hôtelier rival après une recherche épuisante de 6 mois. Il était réputé brillant, impitoyable, et possédait un historique prouvé de redressement de propriétés en faillite. Le problème, c'était qu'elle ne l'avait jamais rencontré en personne. Tout le processus d'embauche s'était déroulé via des appels Zoom de haut niveau et des réunions avec le conseil d'administration où la caméra était souvent centrée sur les graphiques. En tant qu'Amélie Valois, PDG, elle avait une présence numérique soigneusement curatée, professionnelle, polie, toujours vêtue d'un blazer impeccable dans son bureau de la Tour Valois à la Défense. Elle ne ressemblait en rien à Aurélie, avec ses cheveux tirés en un chignon désordonné, son visage sans maquillage, et son front plissé par la concentration alors qu'elle essayait de se rappeler quelle fourchette allait où. Marc-Antoine Delacroix commençait son nouveau travail en inspectant son emplacement le plus problématique. Et elle, sa patronne ultime, était sur le point d'être sa serveuse. « Oh merde !» chuchota-t-elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Léo. « Je crois que j'ai laissé le lait dehors à l'arrière. » « Aurélie !» aboya Henri à travers la salle. « Les réservations de 19h30 sont là. Accélérez la cadence. Vous n'êtes pas payé pour socialiser. » « Oui, monsieur Henri. » Amélie attrapa sa carafe, carra ses épaules et s'avança dans la salle. Ses pieds lancinaient. Le brouhaha de la salle à manger à moitié pleine était un grondement sourd, et au fond de son esprit, une petite voix hurlait. C'était soit un désastre absolu, soit l'opportunité la plus parfaite qu'elle aurait pu espérer. À 19h45 précise, ils arrivèrent. Amélie débarrassait une montagne d'assiettes à pain de la table 7 lorsqu'elle vit monsieur Henri se redresser physiquement, comme si une tige de métal venait d'être insérée dans sa colonne vertébrale. Il lissa ses cheveux déjà gominés, ajusta son nœud papillon et s'avança vers l'entrée avec un sourire qui semblait à la fois douloureux et prédateur. Amélie jeta un coup d'œil, et il était là, Marc-Antoine Delacroix. Il était exactement comme il apparaissait lors des appels vidéo. Grand, impeccablement vêtu d'un costume Zegna sur mesure sombre, aux traits nets et aux yeux froids et intelligents. Il commandait l'attention simplement en restant immobile. Il scannait la salle, son expression analytique, presque dédaigneuse. Il travaillait déjà, réalisa Amélie. Il jugeait déjà. Mais ce n'était pas Marc-Antoine qui retenait son attention. C'était la femme à son bras. Elle était son opposé absolu. Là où Marc-Antoine était sombre et subtil, elle était une supernova de lumière, de bruit et de marque. Elle était moulée dans une robe en soie blanche qui semblait à une respiration profonde de la catastrophe vestimentaire. Ses cheveux blonds étaient une cascade de vagues parfaites et coûteuses. Son poignet était un embouteillage d'or et de diamants, un bracelet Cartier Love, un clou et une montre en or massif qui fit plisser les yeux d'Amélie. La femme rit, un son aigu et perçant qui traversa le murmure feutré du restaurant. « Oh, Marc, chérie, cet endroit est tellement pittoresque. On dirait le salon de ma grand-mère si elle avait eu mauvais goût. » Marc-Antoine murmura quelque chose qu'Amélie ne put entendre, mais son sourire était tendu. Henri les rejoignit, s'inclinant légèrement. « Monsieur Delacroix, c'est un honneur absolu. Nous avons votre table prête. La meilleure table, bien sûr. »« Merci, Henri, » dit Marc-Antoine, sa voix étant un baryton lisse. Il ne présenta pas sa compagne. « Par ici, je vous prie. » Henri les conduisit non pas vers la salle principale, mais vers la table 12, la grande banquette d'angle isolée qui offrait une vue sur tout le restaurant tout en étant protégée des regards indiscrets. C'était la table du pouvoir. Lorsqu'ils passèrent, le parfum de la femme frappa Amélie comme un coup physique, un nuage lourd et entêtant de baccarat rouge 540 appliqué avec trop de générosité. Les yeux de la femme scannèrent la salle, non pas avec intérêt, mais à la recherche d'un public. Ses yeux passèrent directement sur Amélie, la rejetant comme faisant partie du mobilier. Amélie battit rapidement en retraite vers la station de service. « C'est lui !»
chuchota Léo, occupé à trier l'argenterie. Le nouveau patron. Et regarde-la. On dirait qu'elle vient de braquer une boutique de l'avenue Montaigne. Je parie 10 balles qu'elle est influenceuse. Pas de pari, murmura Amélie, les yeux fixés sur le trio. Henri s'affairait, tirant la chaise de la femme, claquant des doigts pour un commis débarrasseur qui n'était pas là. Puis il regarda autour de la salle à manger, ses yeux cherchant un serveur. Il vit Léo, qui baissa rapidement les yeux, prétendant être intensément intéressé par une fourchette. Il vit Sarah, une ancienne, qui le foudroya simplement du regard, le mettant au défi. Et puis il vit Aurélie, nouvelle, docile, sacrifiable. Son visage s'illumina. C'était parfait. Il pouvait assigner la VIP exigeante à la stagiaire. Si elle s'en sortait bien, il en prendrait le crédit. Si elle échouait, il avait un bouc émissaire tout trouvé. Aurélie, siffla-t-il en crochant un doigt. Amélie sentit son estomac se nouer. Oui, monsieur Henri. Table 12. C'est monsieur Delacroix. C'est un invité très, très important. Ne gâchez pas tout. Il obtient tout ce qu'il veut. Elle obtient tout ce qu'elle veut. Vous me comprenez? Votre emploi entier dépend de cette table. Je comprends, dit Amélie, sa voix plate. C'est le nouveau président, vous savez, dit Henri, essayant d'avoir l'air important. Je suis sûr que lui et moi travaillerons très étroitement pour restructurer. Je suis sûr que vous le ferez, monsieur Henri. Maintenant, allez-y, commanda-t-il. Et pour l'amour de Dieu, essayez de sourire. On dirait que vous êtes à un enterrement. Tout ce restaurant est un enterrement, pensa Amélie. Elle ramassa 2 menus reliés en cuir, prit une profonde inspiration et marcha vers la table la plus importante du restaurant. Elle marchait vers son nouvel exécutif au salaire exorbitant, l'homme à qui elle venait de confier l'avenir de son entreprise, et sa petite amie, qui prenait actuellement un selfie avec une moue prononcée. Le rideau se levait sur la performance principale de la soirée. En approchant, Amélie lissa son tablier, son esprit passant en mode PDG Valois, même si son corps était coincé en mode Aurélie la serveuse. C'était un test, non seulement pour elle, mais pour Marc-Antoine. Serait-il un professionnel ou serait-il distrait? Elle arriva à la table. Marc-Antoine faisait déjà défiler des mets sur son téléphone, une ligne profonde de concentration entre ses sourcils. La femme, Jessica, examinait sa manucure. « Bonsoir », commença Amélie, sa voix calme et professionnelle. « Bienvenue au Vignoble Doré. Je m'appelle Aurélie et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je commencer par vous servir de l'eau, gazeuse ou plate ?» Jessica ne leva même pas les yeux. « Est-ce que votre eau plate est filtrée? Ou est-ce juste du robinet? Je ne bois que de la Châteldon. Ou parfois, si je suis désespéré, de l'Évian. » Marc, dis-lui. Marc-Antoine, sans lever les yeux de son téléphone, dit « Châteldon si vous en avez. Sinon, gazeuse c'est bien. »« Je vais vérifier pour la Châteldon, madame, » dit Amélie. « Et souhaiteriez-vous voir la carte des vins ou peut-être un cocktail pour commencer ?» Cette fois, Jessica leva les yeux, ses prunelles bleues scannant Amélie avec une expression d'ennui profond. « La carte des vins, mais je vous préviens, si je ne vois pas une section prestige, je vais être très contrarié. Nous venons juste d'une dégustation où nous avons eu un Romanée Conti 1990. Avez-vous déjà entendu parler de ça, Aurélie? Non, je ne pense pas. Je connais bien le domaine, madame, dit Amélie, sa voix dangereusement douce. La famille Valois possédait un partenariat de distribution exclusif avec ce domaine exact. Je vais chercher la carte. Elle se tourna et marcha vers la station du sommelier. Elle pouvait sentir les yeux de Marc-Antoine dans son dos, pas d'une manière personnelle, mais de cette même manière froide et analytique avec laquelle il avait regardé la salle. Il l'évaluait, sa démarche, sa posture, son efficacité. Elle revint avec la lourde carte des vins reliés de cuir. Elle la tendit à Marc-Antoine. Jessica l'arracha immédiatement de ses mains. « Laisse-moi gérer ça, chérie. Les hommes vont toujours vers ces gros cabernets lourds, et je suis d'humeur pour quelque chose de cher. » Elle feuilleta les pages, ses bracelets en diamant cliquetant bruyamment. Pff, ennuyeux, typique. Marc, cette liste est piétonne. C'est comme s'il n'avait jamais entendu parler d'un château Pétrus. Ils en ont un, madame, interjeta calmement Amélie. Page 42, le millésime 2015. La tête de Jessica se releva brusquement. Elle fut momentanément sans voix. Elle tourna rapidement la page. Oh, eh bien, je suppose. Mais nous célébrons ce soir, n'est-ce pas, chérie? Elle se pencha et embrassa Marc-Antoine sur la joue, laissant une légère trace de gloss rose. Nous célébrons,
dit Marc-Antoine, rangeant enfin son téléphone. Il regarda Amélie. Jessica, de quoi parles-tu? Ton nouveau travail, idiot, tria Jessica, s'adressant à toute la salle. Mon Marc ici, présent, vient juste d'être nommé président de tout. Il va venir ici et virer tout le monde, je parie. Pas vrai, bébé? Juste faire le ménage. Amélie observa le visage de Marc-Antoine. Une lueur de profonde contrariété passa sur ses traits avant qu'il ne la lisse. Jessica, nous sommes ici pour passer un bon dîner, dit-il. Et nous le sommes, insista-t-elle. Nous célébrons. Nous devrions avoir du champagne, le vrai truc. Elle se tourna vers Amélie. Apportez-nous une bouteille de salon, le 2002, et soyez rapide. Amélie hocha la tête. Un excellent choix, madame. Elle se tourna vers Marc-Antoine. Et pour vous, monsieur? Ce sera très bien, dit-il, ses yeux l'avertissant de ne pas défier sa compagne. Amélie se retira. La bouteille que Jessica avait commandée coûtait 1500 €. C'était un bon choix, mais Amélie savait que leur marge était de 150%. L'une de ses premières décisions exécutives serait de corriger cette tarification prédatrice. Lorsqu'elle revint, elle présenta la bouteille comme requis. « Est-ce qu'elle est froide ?» demanda Jessica, tendant une main pour l'arrêter. « Je ne boirai pas de champagne tiède. »« Elle est à 8 degrés, madame, la température optimale. » Amélie l'ouvrit avec un silence pratiqué, le soupir du millionnaire, comme son père avait l'habitude de l'appeler. Elle versa une petite rasade pour Marc-Antoine. Il fit tourner le liquide, huma et hocha la tête. Alors qu'Amélie versait pour Jessica, la femme leva sa main gauche, l'inclinant sous la lumière tamisée. Un énorme diamant jaune taille coussin scintillait. « Marc, regarde, » dit Jessica en agitant ses doigts. « La lumière dans cet endroit poussiéreux rend ma bague encore plus belle. C'est ce diamant canari que tu m'as offert à Anvers. Tu te souviens, Aurélie ?» Amélie suspendit son geste. « Madame, je parle à mon petit ami. Ne m'interrompez pas. » Jessica se tourna à nouveau vers Marc-Antoine. « Tu te souviens, bébé, après avoir conclu cet énorme contrat technologique et que nous avons pris le G6 pour la Belgique juste pour le week-end. » Elle tourna son regard vers Amélie. « C'est un jet privé, ma chérie. Tu as probablement pris le métro pour venir ici. » Amélie finit de verser. « Serez-vous prêt à commander, ou souhaitez-vous quelques minutes de plus? »« Oh, elle est tenace celle-là, » dit Jessica à Marc-Antoine en tapotant son menu. « Je n'ai même pas regardé. Je suis trop occupée à planifier. Nous devons aller à Mykonos le mois prochain. Les Van Vuuran organisent leur fête blanche annuelle, et leur yacht est tout simplement divin. Pas aussi grand que celui que Marc affrète pour nous en août, bien sûr, mais ça ira. »« Je reviendrai, » dit Amélie, sa patience s'effritant. « Non, restez, » commanda Marc-Antoine, sa voix tranchante. « Nous allons commander. Je prendrai le filet, saignant, et un accompagnement d'épinards à la crème. »« Un excellent choix, monsieur. Et moi, » annonça Jessica, « je prendrai le homard. Mais j'ai des questions. » Amélie se prépara intérieurement. « Le homard est-il vivant? Je ne mangerai pas de homard congelé. »« Il est vivant, madame. De Bretagne, arrivage ce matin. »« Bien. Je le veux grillé, pas à la vapeur. La vapeur, c'est pour les pauvres. Mais je ne veux pas qu'il soit carbonisé. Il doit être embrassé par la flamme. Vous comprenez? Et le beurre, il doit être clarifié. Et je veux savoir, est-ce du beurre d'Isigny? Si c'est juste du beurre domestique bas de gamme, je le saurai. » Amélie la fixa pendant un long moment. « Vous voulez un homard breton grillé avec du beurre clarifié d'Isigny, pas carbonisé? »« Exactement, » dit Jessica comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. « Et si le chef ne peut pas gérer ça, dites-lui simplement que Jessica Mercier vous envoie. Il saura. »« Jessica Mercier, » répéta Amélie. « Oui, mon Instagram. La vie de Jess. J'ai 2,3 millions d'abonnés. Je pourrais ruiner cet endroit avec une seule publication. Ou, ajouta-t-elle avec un sourire sournois, je pourrais le faire décoller. Tout dépend du homard, et de vous. » Amélie sentit un œuf froid et dur se former dans son estomac. Ce n'était pas seulement de l'arrogance. C'était une menace. C'était une femme qui maniait son pouvoir perçu comme une arme. « Je transmettrai vos instructions spécifiques au chef, mademoiselle Mercier. » « Faites donc. » Jessica la chassa d'un mouvement de son poignet chargé de diamants. « Oust, allez. Et plus de champagne. Ce verre est presque vide. » Amélie prit la bouteille et remplit le verre, sa main parfaitement stable,
même si une rage lente et froide commençait à monter en elle. Elle regarda Marc-Antoine. Il la regardait, elle, pas Jessica. Son expression était illisible. Était-ce un test? Regardait-il pour voir si la nouvelle propriétaire de sa division craquerait tout en prétendant être une serveuse? Non, il ne savait pas. Il était juste un homme en rendez-vous galant. Un homme en rendez-vous avec un monstre, et il laissait faire. Le dîner de l'enfer continua. La cuisine, déjà en plein chaos un vendredi soir, ne prit pas bien la demande de homard de mademoiselle Mercier. Le chef de cuisine, un homme colérique nommé Antoine, avait jeté une poêle lorsqu'Amélie avait relayé l'instruction embrassée par la flamme. « Elle est folle !» avait-il hurlé. « Du beurre d'Isigny? Elle pense qu'on traite les vaches dans l'arrière-cour? Sors d'ici. Dis-lui qu'elle aura le homard comme je le fais, ou elle n'aura rien. » Amélie, utilisant la voix calme et autoritaire qui avait autrefois dompté un conseil d'administration hostile, le fixa simplement. « Chef, l'homme à la table est Marc-Antoine Delacroix, le nouveau président de toute la division restauration. C'est votre nouveau patron, et il évalue. Alors, je vous suggère de trouver le meilleur beurre que vous avez, de griller le homard parfaitement, et de l'envoyer, ou vous et moi aurons une conversation très différente. » Le chef, stupéfait par le commandement soudain d'Aurélie, grommela simplement et se retourna vers le grill. « D'accord, d'accord. Mais c'est n'importe quoi. » Amélie retourna en salle, son tablier portant maintenant une légère tache. Elle avait été bousculée par un commis, et ses pieds ressemblaient à deux entités agonisantes distinctes. À la table 12, Jessica était en plein mode performance. Elle avait sorti son téléphone et narrait une histoire pour ses abonnés Instagram. Et nous voici dans ce petit relique adorable, le vignoble doré. Marc, bébé, dis bonjour. Elle tourna la caméra vers lui. Marc-Antoine protégea son visage. Jessica, pose ça. C'est non professionnel. Oh, se moqua-t-elle en tournant la caméra vers elle-même. Il est tout travail, travail, travail. Mais moi, je sais comment m'amuser. Bref, les gars, on célèbre sa nouvelle promotion massive. Il est fondamentalement le roi de toute la nourriture maintenant. Donc, vie de patron, couple de pouvoir, Patek Philippe. Elle zooma sur sa propre montre. Amélie s'approcha avec la bouteille de champagne, maintenant à ses derniers verres. Encore du champagne, madame. Évidemment, claqua Jessica, ne levant pas les yeux de son téléphone alors qu'elle tapait une légende. Amélie se pencha, son corps orienté loin de la caméra, et commença à verser le reste de la bouteille de salon à 1 500 €. Et puis, dit Jessica, sa voix montant dans une allégresse théâtrale, je lui ai dit, si ce n'est pas une Patek, je n'en veux pas. Je veux dire, tu imagines? Il a failli me prendre une Rolex. J'ai dit, chérie, je ne suis pas un agent immobilier. Je suis une icône. Il faut les dresser, les filles. Il le faut. Elle gesticulait sauvagement avec sa main gauche, celle avec la bague. Elle racontait l'histoire à son téléphone, mais jouait pour Amélie. Et alors qu'elle faisait un grand geste de négation, cela arriva. La main de Jessica, scintillant de diamants, heurta violemment l'arrière du poignet d'Amélie. Le temps sembla ralentir. Amélie sentit la lourde bouteille en verre basculer. Elle essaya de corriger, mais c'était trop tard. Le liquide or pâle, les dernières gouttes du salon 2002, décrivit un arc gracieux dans les airs. Il atterrit avec un éclaboussement écœurant et silencieux directement au centre de la robe blanche en soie d'Alessandra Riche de Jessica Mercier. Il y eut une demi-seconde de silence parfait et stupéfait. Jessica baissa les yeux. Une tache sombre et humide s'étendait rapidement sur sa poitrine. Amélie resta figée, la bouteille vide toujours à la main. Marc-Antoine, pour la première fois, semblait véritablement horrifié. Puis Jessica poussa un hurlement. Ce n'était pas un petit son. C'était un bruit primal, déchirant, qui fit s'arrêter tout le restaurant. Les fourchettes s'entrechoquèrent. Les conversations moururent. Chaque convive se tourna pour regarder la table 12. « Théoï !» hurla Jessica en bondissant sur ses pieds. La chaise s'écrasa en arrière. « Madame, je suis tellement désolé. Vous avez heurté mon bras, » commença Amélie, cherchant déjà la serviette en lin sur la table. « Ne me touchez pas !» hurla Jessica en repoussant sa main. « Toi, espèce de fille maladroite et idiote !» Elle vibrait de rage. Son visage sous le maquillage coûteux était taché et rouge. « Savez-vous ce que vous venez de faire? Avez-vous la moindre idée? Cette robe est de la haute couture. C'est une Alessandra Riche de la nouvelle collection. Cette robe coûte plus que ce que tu gagnes en un an. »« Jessica, calme-toi, » dit Marc-Antoine en se levant, essayant de poser une main sur son bras.
C'était un accident. Ce n'était pas un accident. Jessica se tourna vers lui, puis revint vers Amélie. Elle l'a fait exprès. Tu n'es rien. Tu étais jalouse. Tu es restée là à écouter ma vie, à écouter ce que j'ai, et tu ne pouvais pas le supporter. Tu vois une femme qui a tout. L'homme, l'argent, la vie, et tu devais ruiner ça. Amélie, le visage blême, dit « Madame, c'est absolument faux. C'était un accident. Si vous me permettez d'aller chercher de l'eau gazeuse. » De l'eau gazeuse. Jessica rit, un son dur et laid. De l'eau gazeuse? Tu penses que l'eau gazeuse va réparer 5 000 € de soie? Je veux que tu sois viré. Tu m'entends? Vieille. Je veux que tu sois mise à la porte. Appelle ton directeur. Appelle-le maintenant. Elle haletait, sa poitrine se soulevant. Toute la salle regardait. Amélie pouvait voir Léo près de la station de service, le visage pâle de choc. Et puis Monsieur Henri fut là, courant presque, son visage un masque de panique. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Henri, ses yeux passant de la bouteille renversée sur le sol à la Jessica furieuse et humide. « Monsieur Delacroix, Mademoiselle Mercier, y a-t-il un problème ?»« Un problème ?» cria Jessica en pointant un doigt manucuré tremblant vers Amélie. « Cette serveuse m'a agressé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a vidé une bouteille entière de champagne sur ma robe. Ma robe à 5 000 €, exprès. » Le visage d'Henri, qui avait été pâle de panique, s'inonda instantanément d'une rage violette profonde. Il ne posa pas de questions. Il ne chercha pas le contexte. Il vit la VIP en colère. Il vit son nouveau patron, Marc-Antoine. Et il vit la stagiaire. L'équation dans sa tête était simple et brutale. Il se tourna vers Amélie. « Vous. » « Monsieur Henri, » dit Amélie, sa voix basse et stable. « C'était un accident. La dame, elle a heurté mon bras alors que je versais. »« Mensonge !» hurla Jessica. « C'est une menteuse. Elle me foudroie du regard toute la soirée. Elle me déteste. Virez-la. Virez-la ou je détruis ce restaurant. » Monsieur Henri. Amélie essaya encore. « Silence !» claqua Henri. Il se tourna vers Jessica, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Mademoiselle Mercier. Monsieur Delacroix. Je suis mortifié. Je ne peux pas assez m'excuser pour l'incompétence de cette fille. » Il se tourna de nouveau vers Amélie. Son visage était à quelques centimètres du sien. « Aurélie, » cracha-t-il, sa voix basse pour que les autres convives ne puissent pas entendre les mots exacts, mais le venin était clair. « Vous êtes fini. Vous êtes viré. Allez à mon bureau. Non, n'y allez même pas. Prenez juste vos affaires. Prenez votre manteau. Vous êtes renvoyé pour faute grave. » Amélie resta immobile. « Monsieur Henri, vous n'allez même pas me demander ce qui s'est passé. » Ce n'était pas une question. C'était un constat. « Je n'en ai pas besoin, » siffla-t-il. « J'ai des yeux. La cliente est furieuse. Vous avez coûté de l'argent à cet établissement. Vous m'avez embarrassé devant Monsieur Delacroix. Vous êtes un handicap. Vous êtes une maladroite, stupide, inutile. Sortez. Sortez de mon restaurant. Votre casier sera vidé et le contenu vous sera envoyé par la poste. Ne remettez jamais les pieds dans un établissement de haute classe. » L'humiliation était une chose physique. C'était chaud et tranchant. Amélie regarda au-delà d'Henri. Elle regarda Marc-Antoine Delacroix. Il observait tout l'échange. Il était debout, les bras croisés. Il semblait mal à l'aise, ennuyé, mais il n'intervenait pas. Il était spectateur. Il était le patron venu observer un problème. Et il regardait son directeur le résoudre. À cet instant, le silence de Marc-Antoine était tout. C'était une approbation. « Monsieur Henri, » dit finalement Marc-Antoine, sa voix coupée et professionnelle. « J'apprécie que vous ayez géré cette situation délicate si rapidement. » Henri Pépia. « Bien sûr, Monsieur Delacroix. Absolument. Nous avons des standards ici au Vignoble Doré. Nous ne tolérons pas. » Monsieur Delacroix, dit Amélie, coupant Henri. Elle parlait directement à Marc-Antoine. Sa voix était calme, mais elle trancha l'air. Les yeux de Marc-Antoine se plissèrent. Monsieur Henri commet une erreur, dit Amélie, regardant toujours Marc-Antoine. Marc-Antoine se décala. Il était maintenant interpellé par la serveuse licenciée. Madame, dit-il, ceci est entre vous et votre directeur. Non, dit Amélie. Ça ne l'est pas. Oh mon Dieu, cria Jessica. Elle parle encore. Elle est délirante. Virée et elle argumente encore.
Sécurité. Quelqu'un appelle la sécurité. Aurélie, aboya Henri. Je vous ai dit de partir. Voulez-vous que je vous fasse expulser? Est-ce ce que vous voulez? Être traîné dehors comme une commune. Amélie leva une main. Ce n'était pas un geste bruyant, mais il était si soudain, si plein d'autorité absolue qu'Henri arrêta de parler, la bouche à demi ouverte. Amélie lentement, délibérément, porta les mains derrière son dos et commença à dénouer les liens de son tablier. Le restaurant était si calme que le froissement du tissu glissant sembla résonner. Elle plia le tablier proprement, le plaçant sur le bord d'une table inoccupée à proximité. « Monsieur Henri, dit-elle, et sa voix était différente. La voix d'Aurélie, polie, légèrement nerveuse, déférente, avait disparu. Cette nouvelle voix était basse, nette et froide. C'était une voix qui ne commandait pas seulement une pièce. Elle la possédait. « Vous avez 5 secondes, dit-elle, pour vous excuser. Pas à moi. Au standard de ce restaurant que vous venez de traîner dans la boue. » La mâchoire d'Henri travailla. « Quoi? M'excuser? Vous êtes viré. » Non, dit Amélie. Elle fit un pas en avant. Vous l'êtes. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et définitifs. Vous êtes viré. Le restaurant entier était une tombe. Le cliquetis de l'argenterie et le murmure des conversations étaient morts depuis longtemps. Chaque œil était verrouillé sur la table 12. Jessica Mercier avait un air de satisfaction sublime et victorieuse. Monsieur Henri semblait triomphant, ayant résolu rapidement et de manière décisive le problème devant son nouveau patron. Et Marc-Antoine, lui, regardait juste, les bras croisés, son visage un masque d'ennui froid et illisible. Il était spectateur. Amélie se tenait parfaitement immobile. L'humiliation était une chose physique, une pression chaude et aiguë derrière ses yeux. Elle sentait les regards des autres convives, le regard pitoyable et légèrement terrifié de Léo depuis la station de service. Elle avait été publiquement, bruyamment et injustement qualifiée d'incompétente, de menteuse et de voleuse. Elle ne regarda pas Henri. Elle ne regarda pas Jessica. Elle regarda Marc-Antoine. C'était l'homme qu'elle venait d'embaucher, l'homme à qui elle avait confié un portefeuille de 200 millions d'euros. Elle l'avait embauché pour son efficacité impitoyable, sa réputation de réparateur. Et le voici, lors du premier test, confronté à une simple crise humaine, une brute, un manager incompétent et une employée en détresse. Et il ne faisait rien. Il restait là, silencieux, et laissait faire. Son silence n'était pas juste de l'observation. C'était un choix. C'était une validation. Dans cette unique seconde de silence, Amélie Valois prit une décision. L'expérience était terminée. Un rire étrange et étranglé s'échappa des lèvres de Jessica. « Oh, c'est impayable. Regarde-la, Marc. Elle est figée. Elle n'a probablement jamais été dans un endroit aussi chic, et maintenant elle se fait jeter. Dieu, j'adore ça. » Aurélie, aboya Henri, sa confiance maintenant à son apogée. « Je vous ai dit de partir. Voulez-vous que je vous fasse évacuer? Est-ce ce que vous voulez? Être traînée dehors comme une délinquante. » Amélie bougea enfin. Elle ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle ne tressaillit même pas lentement, délibérément, elle se redressa de toute sa hauteur. Le personnage d'Aurélie, les épaules légèrement voûtées, le regard déférent, l'énergie nerveuse, tout cela avait disparu. C'était muet, laissé sur la table avec le tablier. Elle se tourna, et elle regarda, non pas Henri, mais directement Marc-Antoine Delacroix. « Monsieur Delacroix, dit-elle. » Sa voix était différente. La voix d'Aurélie avait disparu. Cette nouvelle voix était celle de l'autorité absolue. La tête de Marc-Antoine se releva brusquement. Ses yeux, qui avaient été analytiques, s'écarquillèrent soudainement. Il y eut une lueur de reconnaissance, un clic silencieux et écœurant de réalisation. Il avait déjà entendu cette voix, non pas dans un restaurant, mais sur un appel trimestriel granuleux avec 50 personnes, une voix qui avait coupé le discours monotone du directeur financier pour poser une question si tranchante qu'elle avait changé toute la stratégie du 3e trimestre. Je. Bégaya Marc-Antoine, son calme se fissurant pour la première fois. Henri, furieux d'être ignoré, s'avança. Je ne parle pas à monsieur Delacroix. Je vous parle, jeune fille. Je vous ai dit que vous êtes. Tais-toi, dit Amélie, sans même lui jeter un regard. Ce n'était pas une demande. C'était une exécution. Henri arrêta de parler, la bouche à demi ouverte. Monsieur Delacroix, continua Amélie, son regard le perçant. Vous êtes, je crois, le nouveau président de ma division restauration. Est-ce exact? Le sourire suffisant de Jessica vacilla. Quoi?
Qu'est-ce qu'elle a dit, Marc? De quoi parle cette folle? Ta division? Elle est délirante. Et toi, dit Amélie, tournant enfin son regard arctique vers Henri. Vous êtes le directeur général de cet établissement, correct? Oui, dit Henri, essayant de se gonfler. Et je suis. Vous faites une erreur, dit Amélie. Ce n'est pas une erreur, claqua Théil. Vous êtes fini. Vous, qui vous prenez pour qui à venir ici, insulter mes invités, ruiner. Qui vous croyez-vous être? La question resta suspendue dans l'air. C'était le moment. Amélie laissa le silence s'étirer, forçant chaque personne présente à se pencher. Mon nom, dit-elle, sa voix baissant, pourtant projetée dans chaque coin de la salle, est Amélie Valois. Le nom resta là un instant. Il ne signifiait rien pour Jessica, qui avait juste l'air confuse, mais pour Henri, c'était une guillotine. Pour Marc-Antoine, c'était la confirmation de son pire cauchemar. Pour les anciens du personnel, ceux qui étaient là depuis 30 ans, le nom Valois était le nouveau propriétaire corporatif terrifiant, le pouvoir invisible, celui qui signait les chèques. Le visage d'Henri ne devint pas juste pâle. Il devint d'un gris cireux et translucide. Ses genoux fléchirent visiblement et il s'agrippa au dossier d'une chaise pour se soutenir. Mademoiselle Valois. Valois Hospitalité. Oui, dit Amélie. Je suis la PDG et unique propriétaire du groupe Valois Hospitalité, ce qui signifie, ajouta-t-elle avec un manque d'émotion glaçant, que je suis la propriétaire de cet immeuble, de cette chaise que vous tenez, de ce champagne renversé, et jusqu'à il y a 30 secondes de vous. Oh mon Dieu, chuchota Marc-Antoine, sa voix épaisse. Il s'affala contre la banquette, ses mains étalées sur la table. Amélie. Marc, Jessica dit, sa voix un murmure minuscule et effrayé. Elle réalisait enfin que quelque chose n'allait terriblement pas. Elle tira sur sa manche. Qui est-elle? Elle est. Marc-Antoine ne pouvait même pas la regarder. C'est la patronne, Jessica. C'est la PDG. Tout le poids de la situation s'abattit sur Jessica. Un monde soigneusement construit de marques et de vantardises s'évapora. Oh, chuchota Jessica, son visage s'effondrant. Oh non. Amélie tourna toute son attention, non pas vers le directeur recroquevillé, mais vers la femme qui avait tout déclenché. Mademoiselle Mercier, dit Amélie, sa voix maintenant dangereusement conversationnelle. Clarifions quelques points. Premièrement, ceci est une robe Alessandra riche du lookbook printemps-été 2024. Elle se vend au détail pour 2800 €, pas 5000. Je le sais parce que mon entreprise en a 3 dans les boutiques d'hôtels qui distribuent la marque. Deuxièmement, c'est un mélange polyester-soie, pas de la pure soie couture. Le champagne partira avec un peu d'eau gazeuse et un bon teinturier. Jessica était sans voix, la mâchoire ouverte. Troisièmement, continua Amélie, énumérant les points. Vous avez heurté mon bras. Vous gesticuliez sauvagement, racontant une histoire plutôt ennuyeuse sur votre Patek Philippe. Je crois que vos mots exacts étaient « Je suis une icône ». Vous avez frappé mon poignet. J'ai perdu l'équilibre. C'était un accident. Votre accident. Amélie se pencha, sa voix baissant. Et enfin, bien que je trouve votre obsession pour les marques pathétiques et votre traitement du personnel de service dégoûtant, vous êtes techniquement une cliente. Une cliente qui vient d'être trompée et humiliée par mon directeur général. Elle se retourna vers Henri. Il avait l'air d'être sur le point de vomir. Vous m'avez viré, dit-elle, comme si le concept était fascinant. La propriétaire. Vous avez viré la propriétaire de votre entreprise au milieu de la salle à manger pour apaiser une invitée qui mentait. Mademoiselle Valois, je ne savais pas, implora Henri, sa voix un gênement aigu. S'il vous plaît, si j'avais su que c'était vous, j'aurais tout fait. C'est bien ça le problème, claqua Amélie, sa voix craquant finalement comme un fouet. Cela n'aurait pas dû avoir d'importance que ce soit moi. Vous devriez traiter votre stagiaire la plus bas de gamme avec exactement le même respect que vous montreriez à un VIP. Vous n'avez pas enquêté. Vous n'avez pas posé une seule question. Vous n'avez pas protégé votre personnel. Vous avez vu un problème. Et vous avez blâmé la personne avec le moins de pouvoir. C'est pourquoi cet endroit est en faillite. Parce que la pourriture, monsieur Henri, commence au sommet. Elle sortit son téléphone portable de la poche profonde de sa jupe d'uniforme. Elle composa un numéro unique sur sa numérotation rapide. David, dit-elle, sa voix tout à faire. C'est Amélie. Oui, au Vignoble Doré. J'ai besoin d'une équipe de sécurité ici dans 2 minutes. Oui, 2.
Je vire le directeur général, Henry. Oui, il doit être escorté hors des lieux immédiatement pour faute lourde. Son accès est révoqué. Tous les accès. Et envoyer un mémo au RH. Ses indemnités seront minimales, conformes à la procédure légale pour faute grave. Merci. Elle raccrocha. Mademoiselle Valois, s'il vous plaît. Henri pleurait ouvertement maintenant. Un homme pathétique et brisé. Ma famille, ma carrière. 25 ans. S'il vous plaît, j'ai un prêt immobilier. Vos indemnités seront le reflet de la performance de ce soir, dit Amélie, sa voix de glace. Maintenant, je vous suggère d'aller à votre bureau et d'attendre la sécurité. Vous n'êtes plus le bienvenu sur mon sol. Vaincu, son visage en ruine, Henri se tourna et marcha comme un zombie vers son bureau. Les convives regardaient, fourchettes suspendues. Le spectacle était terminé. L'exécution était complète. Amélie se tenait au centre du chaos qu'elle avait créé et contrôlé. Elle tourna son regard froid, furieux et profondément déçu vers la table, vers son nouveau président, Marc-Antoine Delacroix, et sa compagne. Le procès était terminé. La condamnation était sur le point de commencer. Le sortilège du cri de Jessica était rompu, mais le silence qui suivit était plus lourd et plus terrifiant. Amélie tourna son attention vers Léo, qui se cachait près de la station de service, les yeux écarquillés comme des soucoupes. « Léo !» appela Amélie. Léo sursauta, manquant de laisser tomber un plateau. Il s'approcha de la table, les jambes tremblantes. « Oui, madame. Mademoiselle Valois. Aurélie. Madame. »« Léo, j'ai besoin que tu respires, » dit Amélie, sa voix s'adoucissant juste d'une fraction. « Tu n'as pas d'ennui. Tu es aux commandes. »« Je suis quoi ? » ?»« Tu es le directeur général par intérim, » déclara Amélie comme si elle discutait de la météo. « Effectif immédiatement. Ton salaire est doublé à partir de ce service. Comprends-tu ? Mais je suis juste. Tu es la seule personne qui a été gentille, dit simplement Amélie. Et tu es le seul que j'ai vu qui travaille réellement. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses 3 choses. Premièrement, va à chaque table, excuse-toi pour la démonstration de gestion, et dis-leur que leur vin et leur dessert sont offerts. Courtoisie de Valois Hospitalité. Oui, madame. Deuxièmement, va en cuisine. Dis au chef Antoine que mademoiselle Valois, pas Aurélie, envoie ses compliments et que sa coopération ce soir est appréciée. Dis-lui que son beurre est en sécurité. Et de préparer un filet saignant et un homard parfaitement grillé à emporter. Oui, madame. Troisièmement, appelle un taxi immédiatement pour mademoiselle Mercier. Tout de suite. Léo s'éloigna, une nouvelle énergie terrifiée dans sa démarche. Amélie se retourna vers la table, vers la source de tout cela. Le visage de Jessica était passé de suffisant à furieux, puis maintenant à un masque pâle et calculateur. Elle comprenait PDG. Elle comprenait Valois, la Tour Valois, la Fondation Valois. Les galas. Oh mon Dieu, dit Jessica, sa voix dégoulinant d'une nouvelle douceur feinte. Mademoiselle Valois, je suis tellement désolée. C'est tout juste un énorme malentendu. Si j'avais eu la moindre idée de qui vous étiez, je suis influenceuse. La vie de Jess. On pourrait faire une collab. Je pourrais arranger ça. Je peux faire un post. Meilleur restaurant de Paris. Je peux vous aider. Amélie la fixa. Une collab? Mademoiselle Mercier. Il y a 5 minutes, vous avez menacé de ruiner mon entreprise parce que vous n'aimiez pas votre serveuse. Maintenant vous voulez arranger ça. C'est un coup monté, hurla Jessica, sa façade se fissurant. C'est un piège. Vous avez fait ça exprès. Vous. Elle se tourna vers Marc-Antoine, qui était toujours debout, paralysé. Marc, dis quelque chose. Tu es le président. Tu es son patron, non? Non. Attends. La dynamique de pouvoir complexe cliqua enfin dans son cerveau, et son visage s'effondra dans une terreur authentique. Marc, tu ne peux pas la laisser me faire ça. À nous. Je suis ta petite amie. Tu m'as dit que tu allais m'emmener à Paris. Marc-Antoine Delacroix regarda Jessica. Son visage était un masque de calcul froid. Il n'était plus un homme en rendez-vous. Il était un exécutif qui venait de voir son avenir entier, son contrat de plusieurs millions et sa réputation soigneusement construite, pendre au-dessus d'un précipice. Il voyait une femme qui, en 1 heure, avait réussi à incarner tout ce que sa nouvelle patronne méprisait clairement. Arrogance, responsabilité juridique et un manque distinct de classe. Il ressentit un détachement chirurgical froid.
Elle n'était pas une personne. Elle était un problème à résoudre. « Jessica, dit-il, sa voix vide de toute émotion. Prends ton sac. »« Quoi » chuchota-t-elle. « Non, Marc. Tu l'as choisi, elle plutôt que moi. »« Je choisis mon travail, » dit Marc-Antoine, sa voix plate. « Ce nous est terminé. Tu es complètement hors de propos. Tu es un passif. » Le mot « passif » frappa Jessica plus fort que le champagne n'aurait jamais pu le faire. Des larmes d'humiliation authentique montèrent à ses yeux. « Tu, espèce de salaud. Tu es juste comme elle. Tu es froid. Tu... » Mademoiselle Mercier, interjeta Amélie. Votre taxi est là. Léo apporte aussi votre dîner à emporter. Ce dernier renvoi pragmatique, le sac à emporter, fut la goutte d'eau. Elle n'était même pas une invitée. Elle était une commande à emporter. Jessica laissa échapper un sanglot étouffé, arracha sa pochette vodka Venta verte et s'enfuit du restaurant, la tête basse, son statut d'icône en lambeaux. Le silence descendit à nouveau. 2 hommes larges et impassibles en costume sombre entrèrent dans le restaurant, parlèrent à Léo, puis se dirigèrent vers le bureau du directeur. C'était juste Amélie et Marc-Antoine. « Asseyez-vous, monsieur Delacroix, » dit Amélie. Il s'assit. Il ressemblait à un homme sur le point d'être condamné. Amélie s'assit en face de lui, à la place que Jessica avait occupée. Elle n'était plus une serveuse. Elle était la PDG. Mademoiselle Valois. Amélie. Je peux expliquer, commença-t-il, sa voix d'exécutif tendue. Je ne peux pas m'excuser assez pour son comportement. Franchement, j'utilisais ce dîner comme une évaluation non officielle de la réponse de crise du personnel. Amélie faillit rire. Une évaluation? C'est comme ça que vous appelez ça? Asseyez-vous, Marc. Il était déjà assis. Elle avait fait son point. Soyons très clairs sur ce que je viens de voir, dit-elle, sa voix dangereusement calme. Je n'ai pas vu un exécutif évalué. J'ai vu un rendez-vous galant. J'ai vu un homme à qui je viens de confier un portefeuille de 200 millions d'euros rester assis silencieusement pendant que sa petite amie, une femme qu'il a amenée dans mon établissement, harcelait systématiquement une employée. Vous l'avez laissé menacer mon personnel. Vous l'avez laissé se vanter de sa montre tout en rabaissant la personne qui la servait. Vous l'avez laissé mentir. Et puis quand tout a explosé, vous n'avez rien dit. Vous avez laissé Henri me virer. Vous l'avez validé. Votre premier acte en tant que président a été de sacrifier vos propres gens pour apaiser un problème. J'allais corriger ça après, dit-il, sa voix montant. J'allais gérer Henri en privé. Je ne savais pas que c'était vous. C'est le point, Marc, répliqua-t-elle. Cela n'aurait jamais dû avoir d'importance que ce soit moi. Et si cela avait été juste Aurélie, une vraie serveuse? Elle serait virée. Elle serait humiliée et vous auriez fait quoi? Fini votre filet. Il fixa la table. Il n'avait rien. Elle avait raison. Alors, dit-il, sa voix plate. Suis-je viré aussi, mon premier jour? Amélie l'observa. Elle vit l'ambition, l'intelligence, et en dessous, l'humiliation profonde et agonisante. Vous virer serait facile, dit-elle. C'est aussi une perte colossale de mon temps. J'ai passé 6 mois et beaucoup d'argent pour vous trouver. Je crois que l'homme que j'ai embauché existe. Le stratège brillant et impitoyable qui a redressé le groupe Aria. Cet homme n'est pas l'homme que j'ai vu ce soir. Ce soir, j'ai vu un costume faible et poli. Elle se leva. Donc non, Marc, vous n'êtes pas viré. Vous êtes réaffecté. Sa tête se releva brusquement. Réaffecté. Votre plan de 90 jours? Il est parti. Votre nouveau plan de 90 jours, c'est ce restaurant. À partir de ce soir, vous êtes le nouveau directeur général du Vignoble Doré. Il la regarda, stupéfait. Vous me rétrogradez. Vous voulez que moi, le président de la division restauration, je sois un directeur de salle. Je vous donne une chance, corrigea Amélie. Je vous donne une chance de mériter le travail que je vous ai déjà donné. Vous allez travailler en salle. Vous allez apprendre à connaître la chambre froide. Vous allez apprendre les noms des plongeurs. Vous allez apprendre pourquoi la plomberie des toilettes des dames refoule. Vous allez travailler dans cette salle 60 heures par semaine jusqu'à ce que ce restaurant, celui que vous avez laissé votre petit ami saccager, fasse du profit. Et si vous réussissez, alors nous pourrons parler de votre présidence. Elle commença à s'éloigner. Oh, dit-elle en se retournant. Et vous rapporterez à Léo. Il est le directeur général par intérim. Vous êtes son nouveau projet. Elle marcha vers la porte. Léo était là,
tenant un seul sac à emporter. « Mademoiselle Valois, dit-il, sa voix tremblante. Le taxi est parti. Le chef est compte. Les tables sont offertes. Voici la commande à emporter. » Il leva le sac avec le homard et le steak. « Ça, dit Amélie, c'est pour votre nouvel assistant manager, monsieur Delacroix. Il peut le courir dehors. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Il regarda Marc-Antoine, qui semblait avoir été frappé par la foudre. « Léo, dit Amélie, un petit sourire fatigué sur son visage. Tu es aux commandes. Tu viens d'avoir un nouvel employé. Il demande beaucoup d'entretien. Sois dur avec lui. » « Oui, madame. » « Quant à moi, dit Amélie en regardant son uniforme taché et ses chaussures ruinées. Je suis épuisée. Je prends le reste de la soirée. Mon directeur vient de me virer. Elle franchit la porte d'entrée dans la nuit fraîche de Paris, laissant Marc-Antoine Delacroix, le PDG de Haut Vol, le président, debout seul au milieu d'une salle à manger chaotique, fixant un sac à emporter alors que Léo, son nouveau patron, s'éclaircissait la gorge. « Bon, dit Léo, sa voix gagnant une nouvelle confiance. Monsieur Delacroix, la première chose que vous devez savoir, c'est où nous gardons les tabliers. » Le vignoble doré était calme, sauf pour le son d'un nouveau président de division terrifié demandant où était la station de débarrassage. Amélie Valois ne le regardait pas avec triomphe, mais avec un calcul froid. Le monde de la restauration n'était pas une affaire de marque ou de vantardise. C'était une affaire de travail. Ce soir, le travail ne faisait que commencer. Et quant à Jessica, elle apprit que dans une ville comme Paris, la personne qui verse votre eau pourrait bien être celle qui possède la rivière. Le vrai pouvoir n'est pas dans ce que vous portez, c'est dans qui vous êtes. Et Aurélie, la serveuse, était une patronne.